Leur départ, les 2 sergents vinrent me délivrer et me conduisirent dans leur chambre. Ils m'y enfermèrent après m'avoir lavé un peu, mais j'étais tellement touché qu'ils ne purent rien faire pour atténuer ma douleur. L'adjudant, en revenant sur les lieux, s'aperçut de ma disparition et aussitôt lança un ultimatum aux 2 sergents, les prévenant que si je n'étais pas de retour dans 1 heure, il les abattrait tous les 2. Ces derniers niaient m'avoir caché et prétendaient que je m'étais enfui. Ils ne voulaient rien savoir. Heureusement, la compagnie rentra avant l'expiration du délai et les 2 sergents avertirent l'adjudant-chef et le capitaine. Lorsqu'ils me virent dans cet état, ils allèrent aussitôt désarmer l'adjudant, toujours muni de sa carabine. Ils l'enfermèrent ensuite dans une chambre. Ils menaçaient toujours de me tuer. Toute la nuit, les chefs de section se relayèrent devant sa porte. Je fus conduit à l'infirmerie où je reçus quelques soins. Le lendemain, l'adjudant, convoqué dans le bureau du capitaine, refusa, en entrant, de lui saluer. Il en sortit quelques minutes plus tard, encadré du capitaine et d'un autre adjudant, avec 30 jours d'arrêt de rigueur pour manque de respect envers un supérieur. Comme j'étais un prisonnier, le capitaine ne pouvait le punir à cause de moi. Je restai 2 mois malade, et malgré ma guérison, je garde encore aujourd'hui les traces de cette torture. Il était le seul à me haïr. Les autres prenaient en règle générale ma défense. Cette punition fut pour lui l'occasion d'une cure de désintoxication. Il resta 30 jours sans boire une goutte d'alcool. La première semaine, il ressemblait à un fauve enfermé dans une cage. Tous ceux qui lui apportaient à manger recevaient injures et menaces, malgré leur grade plus élevé. La punition terminée, il but beaucoup moins et son comportement en fut notablement amélioré. Sur le moment, je le haïssais et il m'effrayait, mais aujourd'hui, je lui en veux plus, car il agissait sous l'emprise de l'alcool. En fait, c'était un grand malade. Et comment en vouloir à un malade? Au cours de l'année 1960 eut lieu un accrochage resté célèbre parmi les régiments ayant pris part. C'était le 1er avril. Pendant 2 jours, dans une tempête de neige, un véritable blizzard, les faits nous en firent voir de toutes les couleurs. Avant d'être écrasés et tués jusqu'au dernier, ils infligèrent de lourdes pertes à l'armée, bien qu'ils fussent pourtant très inférieurs en nombre. Pour la seconde fois, je vis encercler une montagne à l'aide d'hommes et de barbelés. Ce fut le seul événement vraiment marquant de l'année, mis à part les opérations jumelles et pierres précieuses auxquelles je participais, et jusqu'au cessez-le-feu, il n'y en eut pas de plus terrible. Presque toute l'armée s'engagea dans ces opérations. Jamais je n'avais vu employer autant d'hommes et de matériel. Sur chaque plaine, chaque route, chaque montagne, on trouvait des militaires français, et des incidents éclataient fréquemment entre les troupes régulières et les harkis qu'on prenait pour des fêles. Les révolutionnaires, après une ultime résistance, cédèrent devant cette machine écrasante et subirent une défaite indiscutable. Les rebelles survivants, il y avait peu, se dispersèrent par petites troupes au sein de la population afin qu'elles ne puissent échapper à leur contrôle. Jamais, après cette date, nous ne rencontrâmes de groupes rebelles importants. En lisant certaines descriptions d'incidents de 1958-59, le lecteur a pu s'étonner en constatant la disparition très nette des forces en présence. D'un côté, des milliers de soldats français bien armés, aidés par l'aviation et l'artillerie. De l'autre, une centaine de fêles résolus, il est vrai, à se défendre farouchement.
Celui qui ne connaît pas les Aurès ne peut se faire une idée précise de la question. Ces montagnes constituent des forteresses pratiquement inaccessibles, et les Fels les connaissent très bien, s'y étaient installés. On trouvait parfois des rochers si durs que même les roquettes ne les entament pas, et dans certains endroits infranchissables à première vue, les Français ne purent jamais pénétrer. La population se réfugiait là. Elle connaissait bien le terrain et se sentait à l'aise. Quant à nous, nous avions un mal fou à découvrir ces caches, sauf sur dénonciation. On parvenait alors à en repérer dans des lieux invraisemblables. La France pouvait mobiliser une armée forte en hommes et en matériel. Les rebelles savaient profiter de leur connaissance du terrain et cela équilibrait les forces. La guerre aurait duré 100 ans, que certaines de leurs caches seraient demeurées inconnues. En règle générale, avant chaque opération, nous savions si nous allions accrocher ou non. Il suffisait de citer le nom de la montagne où nous allions pour le savoir. Après chaque incident, afin d'appréhender les civils vivant dans le maquis, les Français laissaient sur place une compagnie, tandis que le reste de la troupe rejoignait ses bases. Quelques heures plus tard, généralement de nuit, les civils sortaient de leurs cachettes avec des pelles et des pioches pour enterrer les corps et tombaient parfois entre les mains de la compagnie ou bien réussissaient à s'enfuir. Cette tactique éventée, les Français changèrent de méthode et avant leur départ se mirent à piéger les cadavres avec des grenades. Trop nombreux civils furent victimes de ce stratagème. La religion islamique prescrivait que lorsqu'un combattant mourait, il devait, s'il voulait aller au paradis, être enterré sans être lavé de son sang et avec ses vêtements. En effet, les Fels considéraient comme un honneur de mourir au combat. Les responsables Fels utilisèrent à leur profit cette coutume. Je les ai entendus raconter, alors que j'étais civil, qu'après la mort des Junouds, même plusieurs semaines après, on respirait une odeur particulière. La population les croyait, et j'ai eu l'occasion de constater qu'à plusieurs centaines de mètres à la ronde, on sentait l'odeur des cadavres. Surtout en été, l'air devenait irrespirable. Mais tous les moyens étaient bons pour tromper les gens et les inciter à prendre le maquis. Certains croyants devenaient fanatiques et nombre d'entre eux prirent le maquis pour mourir lavés de tout péché, dans l'espoir que leur âme reposerait à jamais au paradis.